Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci consacré à la pêche du sandre. Alors évidemment nous allons aborder plusieurs techniques car en France la pêche du sandre est traditionnellement une pêche hivernale pour des raisons que nous aborderons d'ailleurs plus tard. Donc nous allons principalement aborder 4 techniques qui seront on va dire les 4 chapitres de ce tutoriel. D'abord la pêche verticale évidemment, mais nous allons aussi parler de linéaire et en particulier de linéaire light, mais aussi de drop shotting. Et enfin pour finir on donnera quelques astuces pour pêcher à la lame, parce que les lames sont parfois un sauve-bredouille redoutable et malheureusement méconnu de pas mal de pêcheurs. Donc on commence tout de suite et on va attaquer avec la verticale. Alors la pêche verticale, ça commence par le choix d'une canne. Alors évidemment, vous pouvez choisir entre casting et spinning. Il y a différentes écoles. Bon, de toute manière, les cannes casting pour la verticale sont réservées souvent à des grammages plus importants, mais grâce au tambour tournant, on arrive souvent à mieux suivre le fond. Et puis les cannes spinning permettent de pêcher un petit peu plus finesse avec des grammages plus fins et d'avoir une meilleure détection, par exemple en tenant sa canne façon porte-plume. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elles ont quand même des caractéristiques communes. Et deux d'entre elles, est d'abord qu'elles font souvent la même longueur, 6 pieds 6, c'est-à-dire un petit peu moins de 2 mètres. Et puis qu'elles ont une action particulière qui est une non-action, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas dire qu'elles soient extra fast. Souvent, c'est, pour le dire vite, de bonnes vieilles tricasses. Mais c'est assez intéressant à savoir parce qu'en fait, ces cannes verticales, une fois l'été venu, deviennent de superbes cannes de pêche au leurre pour pêcher un peu style japonisant, le black bass ou les jacks ou les perches dans des milieux encombrés. Elles sont très maniables parce qu'elles sont très courtes, donc que ça soit en flotte tube ou sur votre bateau dans la petite rivière encombrée du coin, ça va vous permettre de pêcher avec des leurres de gabarit moyen et d'extraire en force les poissons des bordures. Donc c'est des cannes qui sont quand même utiles toute l'année et c'est pas parce qu'il y a écrit vertical dessus qu'il faut s'en empêcher pour l'été. Donc on va voir un petit peu tout de suite ce qu'on va installer dessus, mais évidemment généralement il y a deux écoles qui sont casting ou spinning. Pour vous dire la vérité, moi je suis plutôt partisan du casting. Mes amis pêchent plutôt en spinning, mais j'ai envie de dire que ça c'est plutôt une affaire de goût et on va plutôt se concentrer sur la technique en elle-même. Alors quels sont les leurres Savage Gear qui sont idoines pour la pêche du sandre en verticale? Il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit. C'est évidemment le Cannibal, ici dans sa nouvelle version Craft, un coloris smolt qui ressemble quand même beaucoup à une petite perche. Le Cannibal est un leurre qui a un rolling très important et un paddle qui rentre en action immédiatement dès la moindre vitesse de récupération. Et c'est pour ça qu'il est si redoutable en linéaire où souvent la vitesse de dérive est très lente, parfois inférieure à 1 km/h. Et donc en fait le Cannibal va quand même émettre des vibrations avec la caudale et avoir un léger rolling. C'est aussi un très bon leurre évidemment de pêche linéaire, mais j'ai envie de dire parce que qui peut le plus peut le moins. C'est un leurre qui prend énormément de poissons en vertical, qui a beaucoup été copié pour cette raison. Et généralement c'est un peu la base de la pêche verticale quand on est chez Savage Gear. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres leurres. On a en particulier deux shads bien connus. J'ai ici un 3D Blick devant moi et ici un Fat Minnow Titel. Alors vous voyez qu'ils sont très ressemblants. Je vais vous en reparler en fait un peu plus dans une seconde quand on parlera de pêche linéaire, car ils sont encore plus adaptés à la pêche linéaire du sandre, en linéaire light. Simplement ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre ces deux leurres, qui se ressemblent évidemment beaucoup, c'est la forme de la queue. Et en fait selon les jours et surtout l'activité alimentaire des poissons, eh bien, le Titel pourrait l'emporter sur le 3D Blick et vice versa. C'est pour ça qu'il convient d'avoir les deux dans sa boîte. J'ajouterai simplement que le Titel fait partie des leurres Savage Gear que vous allez trouver en coloris blanc. Et vous savez comme moi que le blanc fait partie des coloris à posséder pour pêcher le sandre, car c'est un coloris incontournable et qui a tendance statistiquement à marcher souvent ou le plus souvent. Mais il y a enfin un dernier leurre que je voudrais vous montrer, car c'est un petit truc, un petit leurre secret. En fait il s'agit quand même de la Reel Eel. Alors évidemment c'est pas une nouveauté, là on voit simplement que c'est les dernières versions sorties. Mais il faut savoir que cette petite anguille c'est certainement l'un des meilleurs leurres pour la pêche verticale que je connaisse. Et c'est pour une raison à mon avis idiote, c'est que évidemment sa queue rentre en action, commence à émettre des flashs et des vibrations à des allures très lentes. Et en plus les sandres s'en méfient absolument pas et ils sont plutôt habitués à rencontrer des caudales comme ça.
Donc là il s'agit en fait d'une version un peu finesse, avec une queue évidemment grub, mais qui plaît beaucoup aux sandres et surtout j'ai envie de dire aux très gros sandres. En réalité certainement les plus gros sandres que j'ai pris dans ma vie c'était à la Reel Hill et en particulier avec les plus grandes tailles. Donc n'hésitez pas à utiliser des grosses anguilles et vous verrez que vous prendrez du sandre, pas forcément que des gros sandres, mais que certains jours ils ne veulent que de ça et c'est vraiment un leurre qui est méconnu pour la pêche verticale alors qu'il est absolument redoutable et j'en ai une boîte pleine rien que pour la verticale. Enfin, s'agissant de pêche verticale, je voudrais partager avec vous une impression de pêcheur. Alors pour l'instant c'est juste une intuition mais je pense qu'elle va se réaliser. On a sorti cette année ces kits qui s'appellent le Gravity Stick où on trouve dedans un certain assortiment de leurres qui ont en fait été à la base pensés pour le black bass en eau douce et même le sea bass, donc le bar en mer. Et je pense que pour le sandre, on tient là quelque chose d'intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on ouvre ces boîtes, on trouve des hameçons texans et du lestage pour pouvoir pêcher au fond, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va installer les leurres sur une tête plombée verticale classique, mais si ces leurres nous intéressent, voici pourquoi. Parce qu'en fait, on va trouver à l'intérieur des coloris de leurres souples assez effilés et qui généralement sont des coloris qui apprécient particulièrement les sandres. Le blanc, évidemment, le rose qui fait partie des leurres des coloris les plus importants pour la pêche du sandre, un coloris assez naturel comme celui-ci, et puis du pailleté ici bleu, très important aussi pour le sandre, ou du pailleté naturel argenté. Donc on a déjà une gamme de coloris très intéressant pour le sandre, et surtout on va se retrouver à chaque fois dans ces kits avec une queue finesse, comme vous voyez ici, et avec toujours pour chaque coloris une queue paddle. Donc à mon avis, mon intuition, c'est que ces Gravity Stick, c'est tout simplement un assortiment génial pour la pêche du sandre en vertical et peut-être même aussi en linéaire. Mais tout ça reste à vérifier. C'est juste un petit truc que je voulais partager avec vous. À suivre. Alors je serais un fiefé menteur si je vous faisais croire que je suis un grand spécialiste de la verticale. Mais bon, je le pratique quand même depuis quelques années, donc je peux au moins vous donner les bases. Là en fait, vous voyez, je débraye mon moulinet, je suis en train de faire descendre ma petite Reel Hill au fond. Alors la pêche verticale, comme son nom l'indique, est une pêche qui se déroule en verticale sous le bateau. Quand on commence à prendre un petit peu d'angle, on appelle ça la pêche diagonale. C'est une sorte de pêche un peu hybride entre le linéaire et la verticale. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est d'atteindre le fond. J'y suis bientôt. Qu'est-ce qu'il y a comme flotte? De remonter son leurre d'à peu près une dizaine de centimètres au-dessus du fond et de rester immobile, le leurre seulement en mouvement par le mouvement du bateau lui-même. Donc le travail du pêcheur au moteur électrique, aujourd'hui Manu, est extrêmement important. Et en fait, les cannes, de par leur rigidité, le contact avec la tresse très fine, permet de ressentir la moindre touche. Il faut juste acquérir le réflexe de ce ferrage très fort. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que comme toujours à la pêche, il y a des choses qui sont on va dire des grandes généralités, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, bien au contraire. Mais il y a aussi des cas particuliers et il faut les connaître. Il y a quand même deux choses que j'ai appris en Hollande quand j'ai appris à pêcher en vertical. C'est que si vous voulez targeter des gros poissons, moins vous animez votre leurre, plus vous avez de chances de décider un gros poisson. C'est vraiment l'immobilité du leurre au-dessus du fond et le plus longtemps possible qui peut décider un gros poisson. Je peux, si j'agite mon sillon, je peux faire travailler mon leurre, le faire tressauter. Je vais avoir tendance à déclencher plus de touches, c'est vrai, mais en fait ça va être souvent des poissons plus petits. Alors évidemment, vous allez toujours me trouver un contre-exemple, mais ce que je vous donne c'est une règle à connaître, et puis après vous vous adaptez selon les jours. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que tout l'habileté du pêcheur en vertical, c'est de rejoindre le moins souvent possible le fond. Parce que vous voyez, je suis obligé de temps en temps de débrayer pour vérifier que je ne suis pas trop loin du fond. Si vous pêchez 2 mètres au-dessus du fond, ça ne sert à rien. Et voilà, donc je touche le fond, tac, je l'ai ressenti, donc je suis remonté. Et ça, il faut que j'essaye de le faire le minimum possible. Et plus la pression de pêche est importante, plus il est important de s'éloigner du fond et de le rejoindre le moins possible. Et pour ça, évidemment, l'éco-sondeur peut vous être d'une grande utilité, puisque désormais, avec les nouveaux appareils, on voit très bien son leurre au fond. On sait donc si on est proche du fond ou pas. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir moins besoin de vérifier
à quelle distance on se trouve du fond en faisant toucher à tête plombée sur le fond. Mais, et c'est pour vous dire qu'à la pêche ce n'est pas toujours évident, il y a certains jours, vous remarquerez que les sandres ne prennent le leurre que quand il est posé au fond, et ce depuis quelques secondes. Donc surtout, ne vous dites pas que tout est gravé dans le marbre. Souvenez-vous qu'il y a des règles à respecter, que ce sont les règles de la verticale, on va dire, mais qu'évidemment, à la pêche, tout peut arriver, et c'est ce qui fait le grand charme de la pêche. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire est aussi vrai pour ce dont on va parler un petit peu plus tard, à savoir la pêche en linéaire. Alors, l'armement d'un leurre pour la verticale est extrêmement simple. Je ne vous fais pas l'insulte de vous montrer comment on installe une jig-head sur un leurre. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est de... Bien sûr, vous allez adapter votre grammage à la profondeur, et généralement en verticale, comme c'est en hiver et que généralement on pêche au moins dans 8 mètres d'eau, souvent jusqu'à 15 ou 16 mètres, c'est assez fréquent. Je vous déconseille d'aller au-delà pour la sécurité du poisson, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser donc le bon grammage. Généralement ça va de 15 à 30 grammes, mais d'utiliser des hampes les plus courtes possibles. Par exemple chez Savage Gear, pour chaque grammage nous avons plusieurs longueurs de hampes, et moi je vais utiliser plutôt des hampes assez courtes. Comme ça le leurre, une fois qu'il est installé dessus, eh bien, il est moins rigidifié par l'hameçon simple, et il garde toute sa souplesse à l'arrière. Évidemment, vous savez comme moi, le problème c'est que si les sangres, quand ils sont en activité, vont avoir tendance à attaquer vers la tête du leurre, la plupart du temps il y a beaucoup aussi d'attaques timides du côté de la queue, et il faut donc installer un stinger. Alors pour ça il y a plusieurs méthodes. Beaucoup de gens installent un bout de fluorocarbone. Il y en a d'autres qui préfèrent utiliser des petits stingers comme ceux-ci que je vais vous montrer dans une seconde, qui ont l'avantage en fait d'être réalisés dans un matériau qui résiste aux dents des brochets. Mais de vous à moi, le problème c'est que quand on pêche comme en vertical avec un badling en 25 centièmes, que votre stinger résiste ou pas au brochet, à mon avis ça ne va pas changer grand chose. Vous avez une bonne chance de vous faire couper. Mais enfin bon. L'avantage de ces petits stingers Savage Gear, je vais vous le dire tout de suite en vous en sortant un de son emballage. D'abord, dans chaque emballage, il y a 3 coloris: noir si vous souhaitez être discret, rouge si vous voulez faire un petit signal sang, et puis en fait le vert est phosphorescent. Ça peut apporter quelque chose. Je vous avoue que moi ça m'indiffère un petit peu, mais chacun voit midi à sa porte. L'avantage de ces petits stingers tout prêts, c'est que quand vous l'installez sur l'œillet plein de votre tête plombée, il y a en fait un petit tube de gaine silicone qui recouvre le sleeve et qui va vous permettre de resserrer la boucle autour de l'œillet, et ainsi que le stinger ne remonte pas sur la ligne, qui reste bien en place. C'est donc des stingers qui sont très pratiques pour refaire un montage vite fait quand on a les mains bien froides et qu'on n'a pas envie de remonter tout un stinger à la main soi-même. Avant de parler pêche linéaire, je voudrais quand même vous donner encore 2 petits conseils, ou peut-être 2 avis concernant la pêche verticale. Le premier conseil, ça serait de surtout vous simplifier la vie. Je sais que dans le commerce, c'est l'arc-en-ciel des têtes plombées, et vous allez en trouver de toutes les couleurs. Et il est vrai que certains jours, une certaine couleur de tête plombée peut fonctionner mieux qu'une autre. Mais selon moi, le plus simple, c'est encore de ne pas trop se compliquer la vie. Et il se trouve que quand vous achetez une tête plombée simplement non peinte, comme celle-ci, eh bien c'est une couleur qui est absolument neutre pour le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une donnée en moins à analyser dans sa pêche. Vous pouvez vous concentrer sur plutôt la couleur du leurre, la profondeur de nage de votre action de pêche, la vitesse de dérive, et vous ne posez pas la question de la couleur de la tête plombée, car cette couleur du plomb est pour le poisson indifférente, et donc c'est un problème en moins à résoudre. Après, si vous devenez un grand spécialiste de la verticale, ce que je ne suis pas, là vous pourrez commencer à vous intéresser à la couleur de la tête plombée. Deuxième astuce que je voudrais vous livrer, je vous ai dit tout à l'heure que l'on pouvait faire bien sûr ces badlings, ces stingers, excusez-moi, en fluorocarbone ou avec des matériaux résistants aux dents de brochet. Et en fait, moi j'aime beaucoup faire mes stingers avec tout simplement de la tresse. Parce que quitte à pêcher le sand, autant le pêcher jusqu'au bout. Si je touche un brochet par erreur, eh bien tant pis pour moi, de toute façon je ne suis pas venu pour ça. Mais pourquoi en tresse? Parce que grâce à sa souplesse, déjà, le matériau ne va pas contraindre la nage du leurre. Mais surtout, la tresse s'imprègne très facilement d'attractant. Et vous savez comme moi que quand on pêche vertical, un petit coup d'attractant sur le leurre, ça fait pas de mal. Sauf que le plastique, le plus souvent, accroche très mal l'attractant, au contraire de la tresse qui a tendance à l'absorber.
et comme ça votre action au fond de l'eau dure plus longtemps, vous avez moins besoin de remettre fréquemment de l'attractant sur votre ligne. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant une approche du sandre que j'adore. Il s'agit de la pêche en linéaire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on appelle la pêche diagonale, c'est un petit peu une hybridation entre la pêche verticale et la pêche linéaire. Ben voilà, c'est ça, la pêche linéaire, c'est le contraire de la pêche verticale puisque c'est une pêche en lancer ramené. Mais c'est une pêche passionnante et qui souvent permet de déclencher des poissons qui ne se seraient pas déplacés sur un leurre en vertical. Alors moi je vous conseille d'utiliser une canne un petit peu plus longue que celle que j'ai entre les mains, une medium game par exemple un petit peu plus longue. Là je me suis pas embêté, j'ai pris une canne verticale spinning. Mais c'est quoi le but du jeu et c'est ça qu'il faut comprendre. L'idée c'est que c'est une pêche extrêmement tactile. On lance son leurre et le but du jeu c'est de pêcher le moins plombé possible. D'être absolument, alors parfois le leurre met 1 minute à atteindre le fond, il m'est déjà arrivé de pêcher en 5 grammes dans 20 mètres d'eau et je ne mens pas en disant cela. Donc là mon leurre va mettre très longtemps à toucher le fond. Et c'est quoi le but du jeu? C'est d'arriver à obtenir cette sensation où l'on sent que l'on est près du fond sans jamais avoir à le toucher. Alors évidemment dans les faits de temps en temps on vérifie, mais en fait il faut être grammé tellement léger qu'en fait on a du mal à sentir si on est vraiment au fond ou pas. Et en fait c'est ce qui va donner cet aspect planant, extrêmement aérien au leurre et qui va déclencher les cendres sur le passage du leurre. Là vous voyez comme je discutais, je ne suis pas complètement sûr d'être au fond, je le vérifie, là j'y suis. Et en fait c'est une action de pêche où voilà, une fois que j'ai décollé mon leurre du fond, tout le jeu consiste à ne plus rejoindre le fond tout en s'en éloignant pas trop. L'idée c'est de rester, disons, pas plus loin de 1 mètre du fond et d'arriver à trouver la bonne vitesse. Alors ça se fait généralement, on s'y habitue au bout d'une petite demi-heure de pêche en espérant que les conditions ne changent pas trop, le vent en particulier. Mais une fois que l'on a trouvé le truc, on arrive à faire du poisson et souvent du gros poisson. Et il se trouve que pour cette pêche-là, chez Savage Gear, il y a 2 leurres qui sont absolument extraordinaires. C'est d'un côté le 3D Blick et de l'autre côté le Fat Minnow Titel dont je vous ai parlé précédemment et qui sont 2 leurres complémentaires parce qu'en fait ils correspondent à 2 moments de l'activité alimentaire des cendres. Mais le mieux je pense pour en parler c'est d'écouter ce que l'on en disait avec Stéphane Quinton dans l'excellent film Savage World que je vous conseille de regarder et on va vous diffuser l'extrait où on explique dans le détail la différence entre le 3D Blick et le Fat Titel s'agissant de la pêche en linéaire. Et ça nous permet aussi de parler, voilà, d'expliquer aussi pourquoi chez Savage il y a 2 shads qui se ressemblent énormément. En haut ici le 3D Blick et en dessous le Fat Titel. Alors le 3D Blick est arrivé après le Fat Titel et c'est un complément. Alors comme ça c'est vrai que quand on les regarde, on voit pas trop ce qui les différencie. Alors qu'en fait ce sont deux formes de châtel assez complémentaires. La forme du corps diffère, mais nous en montrera un petit... Plus large. Voilà, celui-ci est plus large, plus épais, comme on le voit. D'ailleurs, on voit que pour le coup, le 3D Blick est un petit peu plus souple. Et puis surtout, c'est les 2 caudales qui sont différentes. Alors pour le dire très vite, la caudale du 3D Blick est beaucoup plus effilée. Elle est plus hydrodynamique, donc elle glisse plus dans l'eau, plus vite dans l'eau et elle fait de moins fortes vibrations. Tandis que voilà, la queue du Fat Titel est beaucoup plus d'inertie, donc les vibrations sont plus fortes. Et on a pu voir qu'entre les différents moments de la journée, alors moi ce que j'ai cru remarquer, quand il y a du vent, plus de vibrations avec le Fat Titel, évidemment ça rapporte plus de touches. Exactement. Quand c'est pétole, le 3D Blick avec sa queue plus fine qui émet moins de vibrations, eh bien ça va agir un peu mieux. Mais tu m'as dit que c'était pas seulement ça, parce que tu avais repéré en regardant l'œil sur l'échosondeur. Voilà. Ce matin les poissons ils étaient décollés, ils étaient en chasse. Donc avec ce modèle là, le T-Tail, on pêchait plus vite avec des plus grosses vibrations. Donc comme les poissons ils tournaient, ils étaient en chasse, ça les attirait de plus loin. On a eu plus de résultats au départ avec le T-Tail. Après la chaleur s'est installée, les poissons sont descendus, ils sont tous plaqués sur le fond. Donc on est passé un petit peu moins grammé avec le 3D Blick. Avec le 3D Blick. Et en pêchant plus lentement, avec des vibrations plus serrées. Et on a de nouveau déclenché pas mal de touches.
Alors, autre technique évidemment à connaître pour pêcher le sandre, le drop shotting. Alors, sur la verticale, j'ai été honnête avec vous, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais alors, sur le drop shotting, c'est encore pire que ça. Quand la pêche tourne drop shot, c'est que le bateau n'est pas loin d'être sur la remorque. Donc, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais je vais quand même vous partager avec vous ce que je sais de cette pêche-là. En fait, le principe quand même de base du drop shot, c'est qu'il va falloir raccorder un corps de ligne, souvent une tresse plus ou moins fine, avec un badling qui sera en 20, 25, 30 centièmes selon ce que l'on veut faire. Et c'est souvent là où le bas blesse parce qu'il est difficile de réaliser un nœud qui soit suffisamment solide pour supporter le combat avec un poisson qui peut faire plusieurs kilos, alors même que votre badling fait 20 ou 25 centièmes. Et ce nœud de raccord, généralement c'est là où ça se passe mal. Donc en fait, il faut d'abord savoir que pour raccorder de la tresse à un badling en mono, que ça soit copeaux, fluorocarbone ou nylon, le meilleur nœud qui existe reste encore le nœud de chirurgien, qu'avec un peu d'entraînement on arrive très bien à réaliser. Alors comment on réalise un nœud de chirurgien pour ceux qui ne le connaissent pas? On met côte à côte les deux brins que l'on veut réunir. Ici je vais vers mon moulinet, ici j'ai la partie qui se terminera par le plomb drop shot que je vais installer. Je les ai installés parallèles l'un à côté de l'autre et j'effectue, vous voyez, tout simplement une boucle comme ça. Je les referme l'un ensemble avec l'autre et je vais passer plusieurs fois dedans. Je ne vous cache pas que vous êtes obligé de faire au moins 3 tours pour que le nœud soit solide, mais que passer 4 tours, vous allez en fait avoir de plus en plus de mal à le nouer correctement. Donc moi je vais faire juste 3 tours pour ne pas vous faire perdre de temps à la caméra. La difficulté étant de serrer le nœud, on s'aide généralement d'un doigt, comme ça, voilà, de manière à ce que les spires viennent bien se serrer les unes dans les autres. Il faut donc être assez minutieux. Voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Tac! Pour qu'en fait on ait un seul baril qui comprend à la fois entremêlés les brins de tresse et les brins de mono. Et c'est en fait certainement le nœud de raccord le plus solide pour ce type de pêche. Mais il faut apprendre évidemment à le maîtriser. Les nœuds drop shot aussi, c'est aussi la question de comment on installe cet hameçon qui vient perpendiculaire le long de la ligne. Habituellement, j'utilise beaucoup le nœud Palomar, parce que le nœud Palomar est un nœud en lequel j'ai beaucoup confiance. Il est aussi efficace en tresse qu'en mono, il est très difficile de le rater et il est très solide. Mais en fait, je vais vous diffuser le court extrait d'un superbe tutoriel que nous avait offert Quentin Combe sur la chaîne et où il nous montre un autre nœud pour raccorder son hameçon. Et je pense que c'est lui qui a raison, son nœud est beaucoup plus intéressant que le Palomar que j'étais sur le point de vous proposer. Donc on regarde le nœud que propose Quentin. Donc on est parti pour le nœud. Vous prenez juste un hameçon simple avec un œillet évidemment et vous allez venir passer votre bas de ligne dans l'œillet et l'hameçon vous l'enfilez dans le sens dans lequel il va finir, donc le piquant vers le haut. Et ensuite vous allez venir le placer à la longueur que vous voulez. Donc par exemple moi je veux que mon plomb soit là et mon hameçon soit là. Je vais venir simplement mettre mon hameçon ici. Et à la fin du nœud, mon hameçon va terminer ici. Donc ça c'est vraiment un super avantage de ce nœud là, c'est que l'hameçon vous le positionnez où vous voulez. Et donc on va commencer par prendre le fil qui va au plomb, on vient le faire revenir ici, on va croiser le fil qui vient du moulinet et on va simplement enfermer l'hameçon dans une boucle. Donc là pour l'instant j'ai rien fait, j'ai simplement pris mon fil et je les ai croisés comme ça. Ici vous voyez bien, je les ai juste croisés et mon hameçon est coincé dans une boucle. Mon hameçon je vais le prendre et je vais le faire remonter le long de la boucle pour qu'il vienne se mettre juste là où les deux fils se croisent. Et ensuite je vais simplement faire tourner mon hameçon à l'intérieur de la boucle. Attention, ne faites pas vriller l'hameçon, sinon vous allez faire n'importe quoi, le nœud il va foirer. Simplement vous le faites tourner à plein à l'intérieur de la boucle. Donc ici je le prends, hop, et je le fais tourner dans la boucle. Alors ça vous le faites 3 fois, moi je le fais 3 fois. Vous pouvez le faire un peu plus sur des petits diamètres, mais en général moi je le fais 3 fois et ça va très bien. Vous obtenez quelque chose comme ceci, donc vous voyez que votre hameçon est emprisonné dans les fils et vous avez des torsades de chaque côté. Ensuite vous allez venir serrer
Je vous conseille de mouiller le fil pour éviter un échauffement. Et ensuite vous allez venir serrer. Hop. Votre montage est terminé. Vous pouvez voir que l'hameçon il est vraiment super droit. Je pense qu'on peut difficilement faire plus droit. Si on prenait une équerre on serait à 90. Et donc vous avez vraiment un montage parfait. Et vous avez surtout un nœud ultra costaud et ultra simple à faire en fait. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors en réalité vous allez me dire je m'embête pas, j'utilise un montage drop shot tout fait. Et bien figurez-vous que moi aussi, chez Savage Gear il y a toujours eu des kits drop shot très intéressants. Celui-ci en particulier, j'aimais beaucoup l'assortiment de couleurs. Et cette année on sort de nouveaux kits drop shot. Et évidemment la première réflexion que vous allez me faire, c'est qu'il va pas être simple de faire un nœud de chirurgien avec ça, puisque ça supposerait à chaque tour de faire passer tout le montage dedans. C'est pour ça que je vais vous montrer un autre nœud de raccord que j'ai inventé, mais sans rien inventer du tout, parce qu'il s'agit d'une légère modification du double baril et qui permet de le sécuriser pour éviter la casse et qui le rend beaucoup plus solide. Je vais vous montrer ça immédiatement. Alors supposons que je tienne ici à la main l'extrémité de mon kit drop shot et puis de ce côté-ci mon corps de ligne. Je vais réaliser ce qu'on appelle un double baril. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais juste au cas où, pour être sûr, je vous le remontre dans le détail. Alors un double baril, c'est tout simplement la réalisation d'un nœud baril de chaque côté avec chacun des matériaux. Donc vous voyez ici, je passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je serre et le premier baril est réalisé. J'ai donc ici mon premier baril réalisé en tresse et donc de ce côté-ci, fort logiquement, j'ai le brin excédentaire de mon montage drop shot. Je réalise donc un deuxième baril avec ce matériau-ci, en l'occurrence du fluorocarbone. Je vais passer une fois, 2 fois, 3 fois, allez, 4 fois. Et je le serre. Je le mouille un tout petit peu, voilà. Et une fois qu'il est serré, la logique voudrait maintenant que je rapproche mes deux barils pour qu'ils viennent à la rencontre l'un de l'autre et qu'ils forment le nœud. Le problème, c'est que les deux barils que j'ai obtenus sont plutôt deux barils de produits toxiques qui ont tout pour se péter en explosant. Et donc l'idée c'est que les matériaux ne viennent pas travailler l'un contre l'autre, car en réalité la tresse très abrasive viendrait très rapidement à bout de mon baril réalisé en mono. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais mettre à l'abri mon baril de mono de celui en tresse. Et pour ce faire, je vais tout simplement utiliser une toute petite astuce qui n'a l'air de rien, mais qui va, vous verrez, grandement améliorer les qualités de résistance du nœud. Regardez bien. Alors je sais que ce n'est pas très visible, mais je vais faire de mon mieux. Ici j'ai le baril en tresse, et ici j'ai le baril en mono. L'idée, c'est d'empêcher le baril en tresse de venir travailler le matériau en monofilament. Et pour ça, je vais utiliser le brin excédentaire que je vais venir intercaler entre les deux barils, de manière à ce qu'il ne puisse pas véritablement se chevaucher, et il va servir en fait de garantie, de petit stopper, pour que quand je resserre mon montage, voilà, j'ai d'un côté le baril en mono, de l'autre côté le baril en tresse, mais les deux matériaux ne peuvent pas travailler l'un contre l'autre. Je tire sur mon brin excédentaire pour qu'il ne dépasse pas, je vais couper ce qui dépasse, et j'ai un montage beaucoup plus solide que si j'avais simplement un double baril. Et donc alors voici à quoi ressemble un montage drop shot bien fait, bien réalisé, c'est-à-dire pas par moi, puisque j'ai tout simplement utilisé les nouveaux kits drop shot de Savage Gear. Mais donc vous voyez comment ça se présente. En fait toute l'astuce consiste en fait à trouver la hauteur à laquelle il faut animer le leurre. Bon là généralement il y a une quarantaine de centimètres, c'est souvent ce qu'on choisit. Et comme tous les plombs drop shot, en fait ils pincent le fil, ce qui permet de simplement perdre le plomb et pas tout le montage quand celui-ci se coince par exemple dans un obstacle au fond. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord une petite remarque. En fait, je vous ai dit précédemment que j'aimais pas du tout la pêche drop shot. En fait, ce que j'aime pas, c'est la pêche drop shot sur place, immobile, l'hiver, du cendre. Je trouve ça absolument insupportable. Par contre, j'adore la pêche drop shot l'été, mais comme méthode de prospection. Et de la même manière que je vous dis tout à l'heure qu'une canne verticale, et ben en fait, c'est une super canne extrêmement maniable et puissante pour pouvoir pêcher dans des petits milieux. Et bien en fait la pêche drop shot est un excellent moyen de prospection en lancer ramener. Au lieu de pêcher sur place, immobile, pour essayer de décider un poisson,
vous lancez ça au large, le plomb en caressant le fond va légèrement soulever les sédiments et donc attirer la curiosité des autres poissons et pas seulement des carnassiers. Et le carnassier en s'approchant va s'apercevoir qu'il y a un petit poisson qui nage justement, qui est certainement en train de s'alimenter sur le fond. Et pour trouver des poissons actifs, c'est une formidable technique. C'est pour ça que je ferai bien la différence entre le dropshotting d'hiver, qui n'est pas ma spécialité, et le dropshotting d'été, qui est une petite astuce et un petit secret que je partage aujourd'hui avec vous. Enfin, dernier point, cette année, Savage Gear sort un leurre que je trouve absolument magnifique. Il s'agit du Dying Minnow et qui est précisément fait pour le dropshotting, mais pas seulement. On va le trouver en 3 tailles, alors à la fois cette petite bouchée ici en coloris perche, à mon avis irrésistible, cette taille moyenne qui est généralement la plus utilisée en particulier par les pêcheurs de perche, et puis celle-ci qu'on verra bien évidemment s'adresser aux cendres. Mais alors vous allez voir la nage sous l'eau, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et à mon avis, même sur une TP, surtout posée à plat, ça peut donner quelque chose de très intéressant à toutes les saisons. Un dernier mot très rapide sur une dernière approche pour les cendres, et il se trouve que certains jours ils ne veulent que de ça. Donc pendant que Manu, qui est à l'avant, insiste en vertical sur des boules de poisson qu'on a repérées, je vais tenter le coup avec les blades. Alors j'ai dans les mains une blade qui est une variété, c'est une variété de lipless crankbait en réalité, qui est de facture assez classique, et c'est typiquement le genre de blade qu'on va utiliser en linéaire, en lancer-ramener, et l'été en particulier est très pratique pour casser les herbiers. Mais évidemment là c'est pas ce qu'on va faire. Alors l'avantage des blades, c'est qu'elles pêchent un petit peu toutes seules, mais il y a deux-trois choses à savoir. L'action la plus commune consiste à la lancer au large, la laisser tomber au fond. Et après, tout le jeu consiste à repérer quelle action déclenche l'attaque des cendres. Et ça, selon les jours, ça peut varier énormément. Alors je vais vous montrer. Je ne vais pas attendre qu'elle touche le fond parce que c'est juste pour vous expliquer. Certains jours, il suffit tout simplement de ramener en continu ma blade, comme ceci, de la laisser vibrer. Et ça suffit à déclencher les attaques de poissons. Je ne vous cache pas que c'est quand ils sont plutôt très actifs. Et puis il y a d'autres fois, eh bien, il faut faire de l'action dents de scie. Alors, sur les actions dents de scie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que idéalement, c'est pareil, il ne faut pas venir percuter le fond à chaque fois que l'on relâche. Mais encore une fois, certains jours, ça peut faire la différence. Et cette action dents de scie, on peut aussi la continuer jusque sous le bateau. Et c'est particulièrement intéressant quand l'hiver, il n'y a pas que les cendres, il y a aussi les percidés. Quand on pêche les perches, par exemple en linéaire, en fait on a tendance petit à petit à ramener le banc sous le bateau. Et il peut être intéressant de pêcher en vertical, directement sous le bateau, afin de récupérer en fait tous les poissons qui se sont mis sous le bateau en pensant que c'est un nuage, je pense d'ailleurs, et qui nous suivent pendant que nous on cherche à les prendre tout autour. Mais il y a une blade dont je trouve qu'elle est particulièrement adaptée à la pêche du cendre, et c'est la Switchblade, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi en changeant. J'ai dans mes mains donc deux blades de même coloris. Ici la forme classique, la Viblade chez nous, et ici la Switchblade avec cette attache si particulière sur le milieu du corps présenté à plat. Alors ce qu'il faut savoir effectivement, comme je vous ai expliqué, la Viblade, celle de gauche avec sa forme classique, c'est une blade qui est extraordinaire pour pouvoir pêcher en particulier l'été en power fishing et d'une manière générale pour pêcher en linéaire. Le problème c'est que c'est typiquement la forme de blade qui s'en mêle très bien quand on veut opérer des relâchés. Or la Switchblade, qui émet des vibrations au moins aussi fortes que les blades classiques, elle a ces caractéristiques que quand on relâche fil tendu, eh bien en fait elle ne s'en mêle quasiment jamais et elle descend, elle pêche à la descente, ce qu'on appelle chez nous le vivid movement, et elle est extrêmement prenante. En plus de ça, quand on choisit de l'attacher non pas ici mais ici, ça devient en fait un leurre de pêche en verticale très efficace, comme on peut trouver par exemple un peu l'équivalent du plomb palette qui a été très à la mode il y a quelques années. Donc c'est une blade qui est particulièrement adaptée à la pêche du cendre. J'ai donc mis en place ma Switchblade, et donc en fait je vais pouvoir faire une action dents de scie, up and down, vraiment sympa. Bon pareil, hein, je ne vais pas attendre qu'elle touche le fond parce que là il y a vraiment pas mal d'eau. Mais en fait cette Switchblade elle est vraiment super parce que bon, d'abord elle vibre très fort,
Alors il faut savoir que si je la laisse redescendre fil complètement bannière détendue, j'ai une bonne chance de m'en mêler. Mais si j'accompagne la descente, non seulement elle nagera mieux, mais en plus elle ne va jamais s'en mêler. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et les sandres sont souvent extrêmement réactifs quant à la phase de descente. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment une très forte préférence pour cette Switchblade, car elle est vraiment très pêchante sur toutes les phases, et en particulier la phase descendante, parce que le sandre, surtout quand il est peu actif, a tendance à plutôt prendre, non pas sur la tirée, mais aux premières secondes du relâché. Et pour ça, elle est absolument parfaite, et je trouve qu'elle apporte beaucoup plus de sensations pour savoir quand on touche le fond, et elle donne plus d'informations sur ce qui se passe véritablement au bout de la ligne. Alors là j'ai donc changé le point d'attache de ma Switchblade et je me retrouve maintenant avec un de ces leurres, pour la petite anecdote, qui ont été inventés en fait par les Esquimaux, pour la petite histoire, et qui a donné lieu à des leurres très célèbres chez d'autres marques et très efficaces, mais qui est en fait aussi à la base du principe du plomb palette. Et une fois qu'on a touché le fond, en fait il s'agit de traction sèche comme ça, avec plus ou moins d'accompagnement à la redescente. Ici moi j'ai tendance à plus laisser redescendre bannière détendue, comme ça le leurre a plus d'amplitude, il a tendance à faire plus n'importe quoi en redescendant, il y a plus de darts. Mais enfin voilà, si par exemple vous avez été un grand fan de la pêche au plomb palette, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas sachez qu'avec cette blade, eh bien, vous avez aussi un super plomb palette dans votre boîte, et cette action verticale est très efficace. D'autant que c'est pas mon cas, mais quand on est un bon pêcheur pour ce style d'action de pêche, on peut apporter une certaine finesse dans l'approche, et parfois des petites actions minimalistes du bout du sillon vont faire très sauter sur le fond ma Switchblade, ou alors je peux lui faire des grandes embardées comme ceci. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement, je dirais, pour la pêche du sandre, la blade qu'il faut pour ces pêches hivernales. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été profitable. Je vous ai fait part de mes maigres connaissances sur la pêche du sandre. Ça nous a quand même pris la matinée, donc il me reste 2-3 heures avec mon copain Manu pour essayer de faire quelques poissons. Et en fait, ce qui nous reste à faire, c'est le plus difficile, c'est-à-dire la localisation. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je commence à me promener sur les zones comprises. Là, à cette période, je connais bien le lac entre 14 et 18 mètres, on va dire. On va certainement les trouver à cet endroit-là. Ce qu'on recherche, c'est généralement des boules de bedfish, mais aussi des cassures, donc un fond un peu structuré. Et puis généralement, les sandres de toute manière vivent en banc. Donc ça peut être assez long, il faut passer du temps pour naviguer. Et ce que je tiens à dire, c'est que là, en France, on pêche traditionnellement le sandre l'hiver, et c'est pour ça qu'on le pêche profondément. Mais en fait, ils sont beaucoup plus faciles à prendre l'été. En fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est un poisson d'eau chaude. Mais simplement, comme en France, la pêche de nuit est interdite, eh bien, on n'a pas accès à ces poissons super actifs dans le peu d'eau. Si vous avez déjà fait l'essai, par exemple, sur un plan d'eau privé, ou même sur un plan d'eau public en gangsta, il est très facile de prendre du sandre l'été, parfois dans 30 cm d'eau, avec des hardbaits, avec des minots par exemple. Mais voilà, on est obligé, à cause de la législation, on est obligé d'attendre l'hiver, qui se regroupent dans des zones plus profondes, où en fait en réalité ils sont beaucoup moins actifs, un peu comme les silures, pour les pêcher. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là on voit qu'il y a quelques échos qui commencent à apparaître sur le sondeur. Et si je peux me permettre un conseil, bon là j'ai l'avantage de disposer de la technologie Side Imaging, donc avec le downside je peux vérifier quelle est la vie exactement qui se trouve sous le bateau, car il n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre un banc de perche et puis un banc de bedfish. Mais aussi il y a plusieurs vues. Il y a une vue qui est souvent sous-estimée en ce moment, voilà, c'est la vue zoom. Et très important quand on pêche le sandre d'avoir en même temps le zoom qui est actif, car en fait j'ai pas le temps de développer là-dessus, je suis pas un grand spécialiste des échosondeurs, mais ça donne beaucoup plus d'informations sur les poissons que l'on voit à l'écran, comme ici, là vous voyez, on commence à voir apparaître, en sachant que les poissons posés sur le fond sont généralement des poissons moins actifs que ceux qui sont décollés. Mais aussi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire,
C'est-à-dire que les sandres ont aussi beaucoup changé de comportement ces dernières années à force d'être pêchées, y compris à la verticale. Quand j'ai commencé à pêcher ce lac à la verticale il y a bientôt maintenant une quinzaine d'années, faire 10 ou 20 poissons par jour, c'était de la plaisanterie, c'était à la portée de n'importe qui, surtout qu'on n'était que 2 à le faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, et par exemple, même le bruit du sonar peut être un signal d'alerte pour eux. Donc une fois que j'ai repéré mes poissons, là je vais marquer la zone, parce qu'en plus je vois que le fond est structuré. Il ne faut pas hésiter, tous les sonars, comme ici mon Helix, possèdent la possibilité de rendre inactif le sonar, c'est-à-dire de faire taire la sonde qui émet ce clac-clac vers le fond et qui peut fermer la gueule des poissons. À propos de l'overfishing, je voudrais aussi dire une dernière chose. Le comportement des poissons est quand même sensiblement modifié par la pression de pêche. Et ce que l'on cherche au fur et à mesure des années va différer. Par exemple, je me souviens qu'au tout début de la pêche verticale, ici on est à Biscarrosse, donc c'est la patrie de l'hydravion. Donc il y a beaucoup d'épaves d'hydravion au fond de l'eau. Il suffisait de trouver une épave pour avoir du poisson dessus et les prendre. Et puis au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait des poissons sur les épaves, ou de moins en moins de poissons sur les épaves. Et on s'est mis à chercher les ailes des avions. Parce que les hydravions, quand ils se crachent, en fait les ailes elles éclatent et elles vont couler un petit peu plus loin. Et en fait les poissons, à force d'être pêchés sur les épaves, d'être ferrés à ces endroits-là, eh bien ils avaient tendance à utiliser ces habitats-là comme des habitats de repos et non pas d'alimentation. Et en fait on les prenait sur les ailes d'avion. Et c'est là où les technologies de sondeurs, où l'on peut voir un peu quelle est la dureté réelle du fond, nous permettaient de repérer ces ailes et de pêcher dessus. Et aujourd'hui, j'irai un petit peu plus loin encore. Les poissons sont tellement habitués à être harcelés par les pêcheurs sur des zones marquées comme ça que l'on trouve à l'éco-sondeur, qu'en fait on se rend compte que les poissons actifs, ceux qui mordent réellement, ce sont ceux qui ne sont pas sur du cover, ce sont ceux qui sont plutôt autour. Et donc généralement quand on trouve soit une cassure de la structure, soit du cover comme une grosse épave, en fait plutôt que de pêcher directement dessus, on va écarter, on va faire de manière concentrique, on va s'éloigner de l'épave de manière à trouver les poissons qui s'alimentent, car ces poissons-là ne veulent plus s'alimenter directement sur l'épave. Donc vous voyez que l'on peut connaître plein de choses sur la technique, on peut avoir tous les leurres à disposition. Ça ne dispense pas évidemment de connaître un petit peu la pêche, d'être imaginatif et surtout de pouvoir s'adapter. Et cet après-midi, je sais que la pêche est difficile par les échos que j'ai eu sur le lac. J'espère qu'avec Manu, on va pouvoir faire la différence et avoir quelques touches. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. En tout cas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, en particulier notre chaîne YouTube. Il y aura d'autres tutoriels et j'espère que celui-ci vous aura plu. A très bientôt sur Savage Gear France. Le mystère du point GPS. Où est-ce qu'il y a les coordonnées GPS? Là, c'est à moi, c'est à moi. Dis-moi, t'as pris combien de cendres ce matin? Bon, des cendres. Ah, la bonne question. Non, ce matin j'ai travaillé, mais là cet après-midi les cendres, j'aimerais pas être un centre du lac, tu vois. Parce que là, je vais te dire qu'ils vont ramasser. Parce que pendant que je faisais des tutoriels passionnants sur ma spécialité, la pêche du cendre, j'ai quand même repéré toute une ligne de poissons complètement actifs. On le voyait parce qu'ils avaient de la bave là. Et ça, quand ils font ça, c'est qu'ils sont prêts à mordre. Regarde Manu. Lui-même a déjà une tête de prédateur. De prédateur sexuel, mais de prédateur quand même.